le salarié ou le talent au sein de l'institution. Parce Alors, je pense que nous avons perdu momentanément Monsieur Claude. Nous allons continuer le temps qu'il nous rejoigne. Alors, Docteur Rachel, j'avais une deuxième question pour vous qui était de savoir, quand nous regardons les nouvelles exigences que les talents réclament sur le marché de l'emploi, et qu'est-ce que de façon pratique nos organisations doivent faire pour pouvoir attirer et fidéliser ces talents? Alors, donc, comment attirer? Premier point, comment fidéliser? Deuxième point. Alors, pour attirer les talents aujourd'hui, ce sont des personnes qui sont beaucoup investies dans les multimédias, dans le digital. Alors, ces personnes s'intéressent aux canaux et outils de communication digitaux, notamment LinkedIn, Facebook, le site Internet de l'entreprise, mais il n'y a pas que. Il y a aussi le témoignage des personnes qui travaillent au sein de ces entreprises. Alors, donc, pour attirer, donc on parle d'attraction, d'attractivité. On parle d'attirer le regard, l'attention de quelqu'un sur. Et pour le faire, c'est à travers la marque employeur. Et la marque employeur, elle est de deux ordres. Donc, interne, à travers le témoignage des personnes qui y travaillent, externe, à travers les canaux de communication de ces entreprises-là. Alors, travailler sur sa marque employeur donnera l'envie à ceux qui sont à l'extérieur de venir travailler au sein de l'entreprise. Mais le deuxième point, il y a aussi le témoignage de ceux qui travaillent au sein de cette entreprise. Hier, par exemple, j'ai un interlocuteur qui me disait qu'il y a une société qui a pris contact avec moi pour un contrat, mais j'ai demandé le témoignage de certains anciens collaborateurs pour voir à quoi m'en tenir. Donc, pour attirer alors les candidats, il y a ces deux éléments, le témoignage, donc les ambassadeurs en interne ou ceux qui sont déjà partis et la marque employeur de l'entreprise. Maintenant, pour les fidéliser, pour moi, aujourd'hui, les entreprises doivent être assez flexibles. Nous ne sommes plus à l'époque où on fait du 7h, 19h, 20h, de sorte que le collaborateur est tellement coincé qu'il ne peut même pas s'épanouir. Donc, les règles doivent être certes fixées, mais il faut laisser de la flexibilité aux collaborateurs en se mettant davantage sur les résultats à avoir. Pour fidéliser les collaborateurs, il faut créer un cadre de vie sain. Il faut éviter les environnements toxiques. En tant que DRH, notre rôle est de descendre pour voir ce que vivent les collaborateurs parce que souvent, on les laisse en contact avec le N+1 de sorte qu'ils ne peuvent pas aller au-delà de ce N+1 pour parler directement au DRH. Et un matin, vous recevez sa lettre de démission et il vous étale tout le mal-être qu'il développait pendant sa vie au sein de l'entreprise. Donc, pour fidéliser les collaborateurs, il faut certes le cadre réglementaire, il faut certes le cadre qui donne l'envie de rester, mais bien entendu, il y a ces éléments qui facilitent la vie du collaborateur au sein de l'entreprise, des éléments qui lui donnent l'impression et le sentiment qu'il apprend, qu'il avance et la sûreté de son emploi. Alors, un collaborateur qui n'a pas la garantie qu'il apprend, il n'a pas la garantie qu'il va avancer, il n'a pas la garantie que l'entreprise se préoccupe de lui sur le volet social, sur le volet formation, sur le volet déclaration, bien entendu, c'est de le fidéliser. j'espère que vous me recevez maintenant. Parfaitement. Oui. Désolé, je m'excuse, j'ai eu un problème technique. Apparemment, le bouton enregistrer avait été activé et par mégarde, j'ai cliqué non et puis c'est parti. OK. OK, donc je suis à présent avec vous. Donc, j'étais sur le point de faire la nuance entre retenir et fidéliser. Je disais pour moi, la nuance était très mince. L'objectif pour toute entreprise en disant fidéliser, c'est de retenir le plus longtemps possible le talent au sein des institutions parce qu'on sait que s'il a un talent, ça veut dire en termes de productivité, il est beaucoup plus impactant pour l'institution. Et donc, retenir, fidéliser, c'est plus ou moins la même chose. Merci, M. Claude. Alors, nous étions à discuter sur la deuxième question qui portait sur les exigences des talents aujourd'hui. Et
l'enjeu était de savoir qu'est-ce qu'une organisation, qu'est-ce que nos entreprises doivent faire aujourd'hui pour attirer et fidéliser les talents de façon beaucoup plus concrète. Vraiment, ça, c'est un problème pour toutes les entreprises. Je ne sais pas s'il y a une formule magique. Nous avons aujourd'hui des salariés qui ne sont plus trop enclins à faire de 8h à 17h, comme elle le dit. La nature de travail même, avec l'avènement du COVID, change. Aujourd'hui, il y a le télétravail, il y a le flex office. On peut permettre aux salariés de travailler à distance et tout ça. Donc, les salariés, de plus en plus, ont souhait même à rester chez eux à travailler. Encore que, est-ce que vraiment c'est toujours productif? Également, au-delà de la flexibilité du travail, il faut noter que le cadre de travail est très important. Le cadre de travail est très important. Également, les prestations, les missions confiées à ce salarié également sont assez importantes et lui permettent de se construire ou bien de se challenger au jour le jour. Au-delà de ça, il y a aussi le problème de visibilité. Quand on parle de problème de visibilité, c'est en termes de carrière. Aujourd'hui, il y a des salariés, quand ils viennent chez vous après 6 mois, ils vous demandent quel est mon plan de carrière. Ce que moi, je me dis, est-ce qu'une entreprise peut bâtir un plan de carrière pour tout le monde? Ce n'est pas possible. Mais elle peut offrir des opportunités de carrière. Offrir des opportunités de carrière, c'est qu'il y a des positions intéressantes au sein de l'institution de telle sorte que lorsqu'une position se libère, elle donne l'opportunité à travers des candidatures internes à ceux qui sont dedans pour y soumettre. Donc, il faut des conditions de travail assez intéressantes. Il faut une flexibilité du travail. Il faut également un management bienveillant. Le management bienveillant, c'est un management qui facilite la collaboration. Aujourd'hui, il y a des superviseurs ou bien des responsables qui règnent en demi-dieu. Ils soient sûrs que du jour au lendemain, ils peuvent perdre facilement leurs collaborateurs. Donc, l'approche, le management, la collaboration entre le supervisé et le superviseur également est un élément très, très important. Il y a également la délégation, l'autonomie au sein de cette position. Comment nous les accompagnons? Les plans de formation qui existent au sein de cette institution et qui permet à ce salarié d'acquérir de nouvelles compétences et de se remettre en cause parce que le monde évolue. Merci, M. Claude Adigono. Merci, Dr. Rachel. En résumé, les apports des uns et des autres nous montrent clairement l'importance de ce que aujourd'hui les entreprises doivent repenser déjà le cadre de travail, le type de management qui est mis en place et faire en sorte que la marque employeur qui est véhiculée donc en externe soit effectivement vécue en interne. Alors, j'ai bien envie de vous demander votre avis sur le fait qu'aujourd'hui, nous remarquons que bon nombre d'entreprises véhiculent à l'extérieur une marque employeur assez attractive, mais il arrive très souvent que dès lors que les collaborateurs intègrent, ils vivent un déchantement total. Et je ne sais pas comment est-ce que vous appréhendez la chose. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour éviter ce gap-là, de telle sorte que la marque employeur véhiculée pour attirer les talents soit vraiment ce qui est vécu en interne? La question, c'est pour qui déjà, pour commencer? C'est une question ouverte. Hein. Ce que moi, je constate, hein, effectivement, la projection que nous notons par rapport à certaines marques, c'est beaucoup plus de la grande publicité. Et il y a des entreprises, de très grosses entreprises qui ont des moyens financiers importants et qui également font une grande communication. Et les salariés, généralement, sans aller au fond pour voir le fonctionnement de ces entreprises, mais voir les visibilités, se disent en général que certainement, en termes de qualité de vie au travail, c'est assez intéressant. Ce n'est pas toujours le cas. Il se revient également au salarié qui est intéressé par une entreprise de faire son sondage, de se renseigner auprès d'autres salariés qui travaillent dans l'entreprise pour voir si les pratiques concordent. Maintenant, c'est aussi de faire une invite à ces grandes institutions ou bien à toute entreprise
qui veut vraiment travailler sur sa marque employeur à travailler sur certains éléments clés sur le respect, par exemple, des valeurs, l'organisation, comment engager et motiver les salariés à travers la mise en place de cadres et l'équité également et la justice au sein de l'entreprise. Parce que également l'inéquité également crée des frustrations. Donc, pour moi, il revient à tout salarié de faire son benchmark avant de s'engager. Merci, M. Claude. Je ne sais pas si Dr. Rachel a un complément à faire ou... Oui, Hans, pour emboîter le pas à Claude, le constat est généralisé, hein, d'autant plus que nous, on échange beaucoup avec ces jeunes et ces salariés qui disent, ben, cette entreprise, j'avais entendu parler d'elle, bon, quand je vois son positionnement communication sur les réseaux, ce n'est pas ce qui est vécu à l'intérieur. C'est clair que chacun permet à autrui extérieur à nous de voir et de croire ce que cette personne veut voir et croire de nous. Il suffit d'avoir les moyens financiers. Si tout de suite une entreprise veut montrer qu'elle est best place to work, même si je sais que c'est une certification, ben je vais le dire sur mon site Internet. C'est vrai que ce n'est pas fait de l'éthique, mais les entreprises projettent à l'extérieur ce qu'elles souhaitent que les gens voient et acceptent d'elles. On n'y peut rien. Il revient au candidat d'avoir du discernement et de faire du benchmark pour voir autour d'eux, à partir du témoignage des anciens collaborateurs et des collaborateurs actuels, même si je sais que ceux qui sont dans l'entreprise parlent peu, on peut toujours sélectionner des collaborateurs qui sont déjà partis et avoir leur point de vue. Pour dire qu'il ne faut pas exclusivement se fier aux éléments de communication que l'entreprise projette sur ses pages officielles ou pendant les activités autres. Il faut aller au-delà pour avoir une opinion un peu plus claire ou un peu plus vraie de ce qu'est réellement cette entreprise. Merci, Dr. Rachel. Je pense que cet apport était important dans la mesure où cela éclaire l'antenne des participants sur la posture à adopter lorsque nous sommes en phase d'aller vers une entreprise qui nous attire, qui nous fait une offre. Donc, de pouvoir benchmarker, de pouvoir faire notre enquête personnelle pour voir si le climat social est vraiment celui auquel nous souhaitons. Alors, je vais passer la parole à Madame Raïssa Abissama, qui normalement, à cette étape du panel, doit faire une brève présentation du cabinet Régine Pro Consulting qui organise ce sommet pour nous. D'accord, merci infiniment, Hans. C'est vrai que je suis de retour et j'apprécie vraiment la qualité des échanges. Je pense que tous ceux qui sont connectés à cet instant sont aussi heureux que moi. Alors, le cabinet Régine Pro Consulting est un cabinet spécialisé qualité de vie et des conditions de travail, risques psychosociaux, transformation culturelle et managériale, avec à son actif formation et coaching directeur ainsi que management d'équipe, plus de 1000 directeurs et managers formés et pratiquement plus de 30 team building organisés. Et nous sommes présents dans 3 pays, alors le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Alors, juste après cette première édition du sommet virtuel, nous organisons un workshop QVCT, acte 2, qui aura lieu du 6 au 8 novembre à Dakar au Sénégal. Et le thème portera sur structurer et optimiser les évolutions et transitions générationnelles, le bien-être au travail, réengager les talents et fidéliser sereinement le capital humain. Alors, durant ces 3 jours, ce sera l'occasion, voilà, d'avoir des cas pratiques, des ateliers, des apports théoriques complémentaires, ainsi que des retours d'expérience pratiques des formateurs et même un partage d'expérience entre les participants. Alors, pour toutes les personnes qui participent à ce sommet, voilà, ils pourront bénéficier d'un geste commercial de la part de l'équipe. Et pour toutes les personnes qui sont connectées actuellement, juste après ce panel, ne vous déconnectez surtout pas parce que le prochain panel et le dernier de cette première édition du sommet portera sur les effets des risques psychosociaux et du stress sur la performance au travail. Vous aurez
trois charmants invités, le docteur Anisha, Fabrice Tianche et le psychologue Arnaud Dadier. Alors, Hans, je vais te remettre la parole et on se dit à tout à l'heure. Merci, Raïssa. Alors, je rappelle à nos participants que vous avez la possibilité de poser vos questions dans le conversé et nous allons très vite commencer à lire les questions qui nous ont été déjà posées. Alors, il y a M. Jean-Luc Ngoron, que je salue au passage, qui a demandé quelles sont les nouvelles approches pour créer une expérience candidat exceptionnelle et authentique dès le processus de recrutement. Une question ouverte au Dr Rachel et à M. Claude Adikbono. Je pense pour créer vous me recevez une expérience authentique, comme il le dit, ça passe déjà par l'intégration. L'intégration, c'est depuis même que le candidat est retenu pour intégrer votre institution que vous devez commencer par préparer son entrée, à savoir faire le checklist de toutes les formalités accomplies, lui envoyer un mail avec les dossiers à fournir. Le premier jour, faire le nécessaire par rapport à l'outil de travail, de telle sorte qu'il ne reste pas trop longtemps à errer, parce qu'il arrive que dans des entreprises, j'ai vu que des salariés recrutés sont restés des semaines et des mois sans poste de travail. Alors, ça donne un goût amer à quelqu'un qui est habitué à mettre son activité professionnelle au sein d'une institution. Donc, il faut faire en sorte qu'une fois intégré une institution, les premiers jours, ils puissent être opérationnels. Il faut faire également des entretiens one-to-one avec ses supérieurs hiérarchiques, avec les parties prenantes avec lesquelles il doit pouvoir travailler. Il faut lui présenter également les valeurs de l'institution, les produits même également, de telle sorte qu'ils se sentent chez lui, qu'ils se sentent à l'aise. Et lorsque toutes ces conditions sont réunies, avec une clarté de ses attributions à travers une fiche de poste, je pense et une visibilité sur l'avenir, ce salarié a une bonne opinion de l'institution et est susceptible de rester un peu longtemps avec vous. Merci, M. Claude Adikbono. Je ne sais pas si le docteur Rachel a un apport à faire. Moi, Claude est parti de la période d'intégration, mais je voudrais remonter même à la période de recrutement, parce que je pense que la question a aussi parlé du recrutement. Pour moi, je dis toujours aux personnes qui échangent avec moi que vous pouvez connaître l'atmosphère et jauger du professionnalisme d'une entreprise à travers la période de recrutement. Les entreprises qui donnent envie de rester ont un processus de recrutement transparent. Le candidat sait où il commence et où il va arriver. Souvent, même les étapes sont séquencées. Elles peuvent ne pas être respectées à cause de l'indisponibilité ou du changement de planning, mais le candidat sait où il va. Donc, pour moi, un candidat qui est dans un processus vraiment transparent, où il est informé au jour le jour, ou bien même si ce n'est pas au jour le jour, sur les différentes étapes, ou quand il a un entretien, on lui dit avec qui il aura l'entretien, je pense que déjà à cette étape, le candidat a envie d'aller travailler au sein de cette entreprise. De sorte que quand le poste se concrétise, il est non seulement heureux, mais il accepte l'offre de proposition. Parce que c'est vrai, on dit que l'offre est en deçà de la demande. Mais moi, j'ai vu des candidats refuser des offres parce que l'entreprise ne leur inspirait pas confiance. Déjà, même dans la phase de recrutement. Donc, pour moi, oui, l'intégration, c'est la phase qui est aussi importante. Mais pour moi, l'on doit déjà commencer par la phase de recrutement pour donner une certaine assurance aux candidats. Merci, Dr Rachel, pour cet apport qui complète les éléments de réponse apportés par M. Claude Adikbono. Et je pense qu'en résumé, c'est de pouvoir déjà mettre un accent sur le recrutement et sur l'onboarding également. Donc, sur le recrutement, c'est de pouvoir être assez flexible, de pouvoir être transparent pour que le candidat lui-même sache c'est quoi les étapes à venir, quels sont les timings. D'aucuns se pose la question de savoir aujourd'hui si, dans un processus de recrutement, il est bien de demander, par exemple, la lettre de motivation, le casier judiciaire, des éléments qui, en soi, ne rendent plus le candidat confortable parce que lorsque le candidat doit postuler et passer 15 minutes à
à scanner et à mettre des documents, c'est fastidieux et il abandonne. Et je pense que dans la suite des questions, nous allons y revenir. Une deuxième question, nous en avons déjà 4. Et quelles stratégies de communication et d'engagement sont efficaces pour attirer l'attention des talents et les convaincre de rejoindre l'entreprise? Alors, je vais répondre à la question. Pour moi, l'entreprise doit communiquer sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle fait et sur ses résultats. Pour moi, c'est de ça qu'il s'agit. Je ne peux pas dire à l'extérieur que je fais de la responsabilité sociétale des entreprises quand en interne, je ne le fais pas. Je ne peux pas dire à l'extérieur que je récompense mes meilleurs salariés quand à l'intérieur, je ne le fais pas. Il s'agit pour l'entreprise d'avoir une communication responsable, basée sur l'éthique et sur ce qu'elle fait réellement et sur la perception qu'elle veut que les gens de l'extérieur aient d'elle. Donc, on ne peut pas dire ce qu'on ne fait pas. On n'a qu'à dire juste ce qu'on fait et les résultats qu'on a eus. Parce que moi, je connais des salariés dans des entreprises qui disent, vous voyez, notre entreprise a dit ceci. Pourtant, en interne, ce n'est vraiment pas ça. Les types de communication, on le laisse aux communicants. C'est leur travail. Ils utiliseront les outils qu'ils veulent. Ils utiliseront les canaux qu'ils veulent. Mais à la base, c'est l'entreprise qui donne la ligne directrice à ces entreprises et à ces agences de communication pour qu'elles puissent communiquer. Et donc, la matière de communication vient de ces entreprises. Donc, pour moi, pour attirer et fidéliser les salariés, il faut que les entreprises aient une communication responsable, une communication vraie et une communication éthique qui reflète réellement ce qu'elles sont, ce qu'elles font et les résultats qu'elles récoltent par la suite. Merci, Dr. Rachel. Monsieur Claude? Oui, ce que je voulais ajouter aujourd'hui, c'est une aubaine pour toutes les entreprises lorsque nous voyons aujourd'hui le digital, la communication digitale. Aujourd'hui, les entreprises ont l'opportunité de communiquer à travers leurs pratiques réelles. Elles parlent de vrai, de l'éthique. Tout simplement, ce que vous faites à l'endroit de vos personnels, c'est de l'exposer sur la place publique, de telle sorte que ça puisse donner envie à d'autres de vous rejoindre. Tout simplement, il s'agit ici de travailler sur sa marque employeur, sur ses best pratiques, parce que c'est ça qui va faire la différence sur le marché. C'est ça qui va faire qu'un talent aura envie de vous rejoindre plutôt qu'un autre, parce qu'il va voir qu'il y a des éléments distinctifs en termes de pratique, en termes de management, en termes d'innovation par rapport à plusieurs autres structures. Il revient simplement à l'institution de beaucoup communiquer, mais en étant innovant, parce qu'il faut se différencier par rapport à la concurrence. Merci, M. Claude Adibono. Alors, nous avons une troisième question qui est de savoir comment les attentes des talents ont-elles évolué ces dernières années et quelles sont les principales nouvelles exigences qu'ils recherchent chez un employeur? Et plus loin, je pense que la personne parlerait. Est-ce qu'aujourd'hui, nous partirons sur une rémunération attractive au détriment d'un climat social, d'un cadre de travail convivial? Et quelles sont ces nouvelles exigences-là que les talents réclament de plus en plus? OK. Bon, Alors, je vais répondre à la question de deux manières. Les talents, il faut les voir de deux autres. Il y a généralement ceux qui ont entre 18 et 40 ans et ceux qui sont au-delà. De ce que j'ai noté aujourd'hui, de mes expériences, généralement, nos jeunes frères et sœurs ont toujours un feeling pour l'argent, quoi qu'on dise. C'est toujours un premier élément déterminant pour eux. Et une fois la décision prise, ils vont regarder maintenant le second aspect qui est le travail. Et si ils entrent dans l'entreprise, le travail est confié, ils se retrouvent pas, ils se remettent en même temps sur le marché. Par contre, les seniors, ce n'est pas exactement ça. Le senior qui arrive à un certain niveau de rémunération ou bien qui est proche de la retraite, il ne recherche pas toujours l'argent. Il recherche, il recherche un certain nombre d'autres avantages autres que la rémunération pécuniaire, c'est-à-dire
la retraite, la santé, le bien-être, le système de management. Donc, suivant le type de talent que vous avez en face, le besoin ou bien ce qu'ils souhaitent n'est pas toujours est différent. Et donc, pour moi, il faut essayer de faire un peu de distinguo en se disant quel est le type de talent que j'ai en face de moi, qu'est-ce qu'il recherche et comment je peux le satisfaire de sorte à ce qu'il puisse rester longtemps. Maintenant, il faut faire attention. Dans les entreprises, on ne peut pas avoir des règles pour chaque individu. On a des règles pour l'ensemble de la population. Et comment bâtir ces règles de telle sorte que, de façon générale, la majorité puisse se retrouver. Aujourd'hui, la flexibilité est de plus en plus également réclamée par le personnel, par les candidats. C'est un élément important. Il y a en Côte d'Ivoire aujourd'hui un cadre réglementaire sur le télétravail. Lors d'un recrutement, un candidat peut dire à son employeur, je souhaite que vous puissiez inscrire comme marque dans mon contrat des télétravail, quitte à l'entreprise d'accepter ou non, parce que aussi la loi n'oblige pas l'entreprise à l'accepter. Donc, ce sont de nouveaux paramètres qui entrent en jeu et qu'il faut pouvoir regarder. Docteur Rachel, vous avez un apport? Oui, je pense que les éléments d'attractivité n'ont pas changé, mais ont évolué. Donc, Claude l'a dit, au risque de me répéter, le salaire est encore un élément qui attire. C'est vrai que nous mettons l'accent sur l'environnement, sur la possibilité pour le collaborateur d'évoluer, mais le salaire et tous les avantages qui vont avec constituent aujourd'hui un élément de motivation des collaborateurs. Mais là où je ne pourrais pas me limiter uniquement à cet élément qui aujourd'hui est en phase de croissance ou de mutation, c'est l'environnement de travail. Donc, on revient encore à cette qualité de vie au travail. Parce que je connais des institutions qui payent chèrement leurs collaborateurs, mais ces derniers n'ont plus de vie. Ils n'ont plus de vie de famille, ils n'ont plus de vie sociale, ils ne mènent aucune activité extra-professionnelle et ils sont cloîtrés entre les quatre murs à réfléchir et à réfléchir. Je ne suis peut-être pas médecin, ceux qui vont venir après nous vont le dire, mais je pense que le taux de stress inutile qui a un impact sur la santé des collaborateurs est en forte croissance. En Europe, on peut le voir. Aujourd'hui, vous parlez avec quelqu'un dont l'âge est situé entre 30 et 45 ans, on vous parle de AVC, on vous parle d'ulcère d'estomac. Mais je pense que le collaborateur qui a un grand salaire, a un bon salaire, c'est tellement subjectif, le mot bon salaire, mais qui ne se sent pas bien au sein de l'entreprise ne pourra pas rester. Donc, en addition de ce que Claude a dit, il y a aussi cette qualité de vie au travail. Le collaborateur doit avoir l'envie de venir au travail. Et quand ce n'est pas le cas, quand quelqu'un vous dit, les matins même j'ai du mal et les vendredis je suis très heureux, c'est qu'il y a un déclic, il y a un problème. Donc, en plus du salaire, parce que quoi qu'on dise, c'est très motivant. En plus des avantages qui vont avec, il y a aussi cette assurance, il a dit, il y a aussi cet environnement qui donne l'envie de venir tous les jours travailler. Et puis, il y a aussi les collaborateurs. Bon, c'est vrai qu'on le voit beaucoup plus en Europe, mais on veut aussi savoir que notre entreprise travaille dans les règles, dans les normes. Parce que si nous avons une entreprise qui n'est pas légalement constituée, par exemple, qui ne paye pas ses impôts, par exemple, qui ne déclare pas ses collaborateurs, par exemple, le collaborateur, il commence à être en danger. Parce qu'il s'est dit que quand sera-t-il de mon avenir demain, puisque je ne suis même pas déclaré et que l'entreprise ne paye pas ses impôts, par exemple. Donc, il y a tout cet aspect légal, législatif, qui donne aussi une certaine assurance et garantie aux collaborateurs. Merci, Dr. Rachel. Merci pour la qualité des réponses qui suscite une bonne liste de questions dans le conversé. Alors, souvent, les salariés et anciens salariés de l'entreprise sont tenus par un accord de confidentialité. Alors, comment parvenir à savoir qu'au sein de l'entreprise, il existe un environnement toxique? Est-ce qu'aujourd'hui, les anciens salariés d'une entreprise sont tenus par un secret de ne pas parler ouvertement à d'autres personnes qui se rapprochent d'eux? Claude, tu y vas ou je réponds? Oui, le secret de confidentialité, c'est important. C'est important en entreprise en ce sens que, bon, voilà, quand vous prenez une entreprise brevetée
qui a une formule pour fabriquer, par exemple, un produit, lorsque vous quittez cette entreprise, vous n'allez pas aller livrer ça sur la place. Le processus de confidentialité vaut beaucoup plus pour ça. Mais en termes d'organisation, elle parle de qualité de vie au travail. Et la qualité de vie au travail, c'est plus ou moins l'organisation au sein de l'institution et les conditions mises en place pour favoriser vraiment l'épanouissement au sein de l'institution. Donc, sur cet aspect, je ne pense pas qu'il y ait une confidentialité. Et donc, c'est facile pour un salarié, lorsqu'il vous quitte, qu'il puisse dire comment il a vécu son séjour au sein de votre institution. Donc, quand on parle de confidentialité, ce n'est pas en rapport avec les pratiques au sein de l'institution, mais beaucoup plus en termes d'informations sensibles concernant l'institution. Et donc, c'est à l'entreprise, encore une fois, de travailler de sorte à se donner une image positive et quand le salarié le quitte, il puisse bien parler d'elle par derrière, tout simplement. Merci. Alors, Hans, je vais apporter un élément de réponse en addition de ce que Claude a dit. Qu'on soit très clair, hein, aucun collaborateur n'ira exposer l'ex-entreprise dans laquelle il a travaillé de façon officielle. Quand nous, DRH, nous demandons aux collaborateurs de se renseigner sur l'entreprise qui les sollicite, c'est juste parce que nous savons que c'est de bouche à oreille. Je regarde, je vois dans mon entourage quelqu'un a travaillé dans un environnement. De façon informelle, je l'approche. J'ai dit, frère, telle société m'a approché. Est-ce que tu aurais des informations sur cette entreprise? Et comme nous, en tant que DRH, nous avons un réseau, nous échangeons aussi avec d'autres DRH. Il y a des salariés qui viennent vers nous. Moi, par exemple, de par mon positionnement sur LinkedIn, j'entends beaucoup de choses. Même quand je ne demande pas, je les entends. Donc, je suis bien placée souvent pour conseiller un candidat, pour lui dire, bon, cette entreprise, voici ce que deux personnes m'ont dit en termes de, en ayant une posture vraiment professionnelle et non une posture de dénigrement. Donc, les informations qu'on demande aux candidats d'avoir sur les entreprises, elles ne sont pas à portée de main. Non, c'est pas quand tu vas taper à la porte, Hans a travaillé à la BAD. Hans, que penses-tu de la BAD? Et puis il va dire, oui, la BAD est ceci ou cela. Non, c'est un réseau tellement informel et fermé qu'il va falloir essayer d'y accéder pour avoir les informations et se faire sa propre idée. Parce que quoi qu'on dise, les informations qu'on peut vous donner sur une entreprise, vous devez les prendre et vous faire votre propre idée en les analysant. Parce qu'un collaborateur qui s'est mal comporté peut aussi aller dire que son N+1 n'est pas bien, l'entreprise n'est pas bien, alors qu'il oublie toutes les parties qui lui incombent. Donc, il nous revient dans la quête de recherche d'informations, d'avoir un esprit vraiment objectif pour prendre la décision qui va avec. Donc, il n'y a pas de canaux qui sont figés où je m'en vais et puis je peux avoir les informations. C'est vraiment un investissement personnel et un réseau autour de nous qui peut nous donner quelques bribes d'informations. Souvent même, on te donne l'information puis on te dit, ah, je ne souhaite pas que ce soit entendu quelque part parce que je veux continuer ma carrière professionnelle tranquillement, quoi. Merci. Alors, nous avons encore quelques questions. Quelle perspective avez-vous des futures entreprises avec l'entrée de la génération Z en milieu professionnel, sachant déjà que la génération Y, je ne dirais pas qu'elle est instable, mais elle est beaucoup plus à la recherche du climat qui va avec, le salaire qui va avec. Et la génération Z viendra avec beaucoup plus d'exigences. Quelles sont vos perspectives en termes d'approche pour les futures entreprises avec l'entrée des collaborateurs de cette génération-là? Bon, je vais prendre la question au bout pour dire, je vois des environnements de plus en plus challengeants. Je vois une évolution pour moi même de la nature du contrat de travail. Aujourd'hui, vous avez des CDD, vous avez des CDI, vous avez des contrats de prestation et autres. À un moment donné, je pense que beaucoup de salariés voudront avoir beaucoup plus de temps à leur guise, à leur disposition et se gérer eux-mêmes. Parce que cette loi de télétravail, à moins qu'il y ait une coercition les années à venir, sinon, je me dis, à long terme, on aura beaucoup plus des contrats d'objectifs.
C'est-à-dire, on fixe un objectif précis au candidat que nous sommes en train de recruter, à lui de s'arranger pour les atteindre. La non-atteinte de ces objectifs sera la rupture systématique de ce contrat de travail. La nouvelle génération n'a plus trop envie de venir s'asseoir du matin au soir pour dire « je suis en train de travailler ». Honnêtement, ce n'est pas le cas. Encore que dans l'entreprise à l'heure actuelle, on a besoin aussi de leur présence. Parce que moi, je ne conçois pas un candidat que tu as recruté en moins de 6 mois, tu puisses le laisser faire un télétravail. Comment est-ce qu'il va s'adapter avec l'autre environnement? Comment est-ce qu'il va créer une synergie avec les autres? Alors que chaque salarié en lui-même souhaite avoir cette liberté. C'est comment concilier les deux. C'est l'enjeu véritable pour nos autorités dans la réglementation du travail à venir. Merci, M. Claude. Dr. Rachel? Je pense que Claude l'a dit sur un aspect. Moi, je voudrais vraiment mettre l'accent sur la qualité de vie au travail. Ça englobe beaucoup de choses, c'est vrai. Mais je vous assure qu'il n'y a rien de pire que de travailler dans un environnement toxique. L'environnement toxique ruine la santé, ruine la vie. L'environnement toxique fait perdre ses forces, sa confiance en soi. L'environnement toxique, je vais vous faire rire, faire maigrir. Oui, parce que tu ne peux pas manger. Et même quand tu manges, tu n'es pas en paix. Donc, en plus de ce que Claude a dit, les éléments contractuels qui entourent le contrat, donc ces éléments qui permettent le formalisme, il y a cet autre élément qui est la qualité de vie au travail et qui doit permettre aux entreprises d'aller vers une évolution positive de ces conditions de vie pour permettre justement à ces salariés de se sentir bien entendu sur la base des objectifs qui leur ont été fixés. Parce que si un collaborateur n'est pas bien dans la tête, il n'est pas bien physiquement, il ne pourra pas atteindre ses objectifs. Est-ce que ça veut dire que quand il est bien, il atteint toujours ses objectifs? Non, mais ça favorise l'atteinte des objectifs. Donc, il revient aux entreprises de créer des cadres de vie qui permettent aux collaborateurs de se sentir bien et de produire. Voilà, c'est vraiment, vraiment important. Je sais qu'il y a des entreprises qui font des choses exceptionnelles et qui font que quand le collaborateur part, parce que quoi qu'on dise, peu importe les stratégies que l'on mettra en place pour retenir les collaborateurs, certains partiront. Ça, il n'y a rien à faire. C'est un processus de la vie. Mais quand ils partent, ils deviennent des ambassadeurs. Et ça voudrait dire que la marque employeur de l'entreprise est tellement positive que le salarié qui est le premier client devient celui qui recommande son entreprise aux autres. Merci à vous pour les éléments de réponse. Alors, je profite déjà pour dire aux participants que dans quelques minutes, nous allons lancer un sondage qui va nous permettre d'évaluer un peu la qualité, les appréciations des uns et des autres sur le sommet virtuel qui est organisé par le cabinet Régine Pro. Vous voudrez bien vous prêter au jeu et nous donner de façon sincère vos avis et vos appréciations. En attendant, nous avons encore 3 questions sur lesquelles nous allons partir très vite. Peut-être sur ces questions-là, l'un ou l'autre des panélistes voudra juste répondre pour qu'on puisse rester dans le temps. Alors, bonjour chers panélistes. En tant que chasseur de tête, souvent nous sommes confrontés à une approche survolée de gains. Donc, ma question est de savoir, en tant que recruteur, comment pensez-vous qu'il faut formuler une offre d'emploi ou une approche afin de susciter l'intérêt et attirer le candidat? La question, ma foi, c'est l'approche que nous devons adopter au-delà du volet que nous mettons pour convaincre un candidat au-delà du salaire. Oui. Pour moi, c'est très simple. Lorsqu'un candidat a déjà choisi de participer au processus, ça veut dire qu'il se dit, cette entreprise, j'ai la possibilité de travailler au sein de cette entreprise. Maintenant, quand il entre dans le système, il commence par poser des questions pour mieux comprendre davantage. Alors, en tant que chasseur de tête ou recruteur, c'est comment vous arrivez à vendre cette institution à ce candidat. Et pour vendre l'institution, ce n'est pas que le salaire.
Il y en a au moment où vous discutez avec le candidat, on dit oui, tu vas gagner 3 fois ton salaire ou bien 30 fois 30%, 40%. Ce n'est pas ça. Quel est le projet qu'on me présente? Comment est-ce que pour moi, je me vois impacter ce projet? Comment est-ce que ce projet entre dans mon plan de carrière? Je suppose le lancement d'une banque. Est-ce que, à mon étape de vie aujourd'hui, j'ai envie de participer à un projet de lancement? Quels seraient les challenges si j'entrais? Et tout ça, ce sont des éléments importants sur lesquels, pour moi, le chasseur de tête doit mettre l'accent. Ce n'est pas systématiquement le package, ce n'est pas systématiquement la rémunération, mais c'est le projet en face et les perspectives pour ce candidat qui va l'intégrer. Ce sont des éléments tout autant déterminants, surtout pour des talents. Parce que quand on dit talent, c'est des personnes très réfléchies qui ne décident pas au hasard, qui analysent beaucoup avant de prendre des décisions. Donc, pour moi, il faut vendre surtout le projet en face. Merci, M. Claude. Alors, une question pour Dr. Rachel. En quoi la flexibilité du travail, comme le télétravail ou les horaires flexibles, influence-t-elle la décision des talents pour rejoindre ou rester au sein d'une entreprise? Alors, là où nous sommes en phase de recrutement, Oui. c'est ce que ça voudrait dire. Alors, Qu'est-ce que ça donc, en voudrait phase dire? de recrutement, bien entendu, oui, en phase de recrutement, bien entendu, il est difficile de parler de flexibilité de l'emploi parce que je ne sais pas à quel moment je vais parler de flexibilité à un candidat. Il faut déjà que il puisse aimer et comprendre mon offre, ce qui m'emmène à dire qu'une entreprise qui veut retenir, fidéliser ses collaborateurs doit avoir une offre d'emploi claire, limpide et concise. Parce qu'il y a souvent de l'ambiguïté dans les offres d'emploi au point que le candidat vient au recrutement et il ne perçoit pas bien l'offre d'emploi. Donc, à ce niveau, l'offre d'emploi doit être bien perçue. C'est peut-être au cours de l'entretien d'embauche que je pourrais parler de flexibilité en parlant des horaires de travail. Par exemple, que le candidat sera informé de cette flexibilité parce qu'avant qu'il n'ait commencé à mettre le pas au sein de l'entreprise, il est difficile de parler de flexibilité, sauf souvent ce que je vois dans les institutions internationales, l'offre est tellement claire qu'on parle même des horaires de travail. Et on y met même qu'il y a de la flexibilité de telle heure à telle heure. À ce stade-là, c'est perçu. Mais combien d'entreprises le font? Et moi, je le vois très rarement. Alors, on ne peut pas en vouloir aux entreprises à ce stade de recrutement de ne pas le faire. Mais pour le candidat qui peut prendre une décision sur la flexibilité, pour moi, c'est au cours d'un entretien d'embauche. Peut-être si le recruteur fait mention d'eux, ou si lui-même il pose la question pour savoir peut-être quels sont les horaires de travail et autres. Mais pour moi, en phase de recrutement, c'est quasi impossible de le savoir, sauf si on fait un benchmark personnel pour échanger avec les anciens collaborateurs ou ceux qui y travaillent, ou bien si l'entreprise elle-même en fait tellement un élément important de communication pour projeter une image positive de son organisation et qu'elle en fait un élément de communication. Parce que je sais qu'il y a des entreprises, par exemple, qui disent que nous sommes pour la flexibilité et elles communiquent dessus. Donc, en ce moment-là, l'extérieur est capable d'être informé de cette flexibilité. Sinon, ce serait difficile de le percevoir. Merci, Dr. Rachel. Alors, nous avons encore une liste de questions, mais nous allons prendre juste une dernière pour pouvoir rester dans le temps. Alors, comment les entreprises peuvent-elles mesurer l'efficacité de leurs efforts pour attirer et fidéliser les talents à la lumière des nouvelles exigences et préférences des talents? Sur la question, je dirais, pour mesurer, il suffit de voir le turnover. Il suffit de faire une analyse de la stratégie mise en place, d'accord, pour gérer ou mitiger ce turnover par rapport aux années antérieures. Et lorsqu'on constate que ce turnover est à la baisse ou devient constant, il peut pouvoir se dire vraiment la stratégie mise en place porte ses fruits. Au-delà de ça, elle a mis l'accent sur un élément important, la QVT. La qualité de vie au travail, c'est un élément très important de nos jours en jour et qui permet à toute entreprise de se distinguer par rapport aux autres. Et donc, c'est une invite en même temps aux entreprises, à toutes les entreprises en se disant, le salarié passe beaucoup plus de temps généralement dans l'entreprise qu'avec sa propre famille.
Et donc, si elle est en entreprise, elle n'est pas dans des conditions optimales, soyez sûr que vous allez toujours les perdre. Et donc, au-delà de tout, pour pouvoir mesurer cette stratégie, il faut pouvoir se tourner sur le taux de rotation, sur les départs, pour pouvoir se dire la stratégie en place, elle porte ses fruits ou non. Donc, c'est de revoir vraiment le taux de rotation, c'est l'indicateur premier pour mesurer vraiment la stratégie de fidélisation ou de rétention au sein de toute institution. Merci Merci, Monsieur beaucoup, Claude. Claude. Hans, si tu permets, je vais compléter ce que Claude a dit. Pour moi, Oui. c'est un premier élément qui est très important. Et nous savons que l'offre est en deçà de la demande. Donc, nous savons aussi que, je n'ai pas les statistiques, mais nous savons aussi que plusieurs collaborateurs sont à leur poste malgré eux, parce qu'ils ne peuvent pas partir. Donc, on a certes, et ce qui est tellement important, le taux de turnover, mais pour moi, il faut une enquête. Et cette enquête en interne qui sera anonyme va nous permettre d'avoir le retour de ces collaborateurs sur leur vie au sein de l'entreprise. Donc, c'est une enquête qui n'est pas longue. On la fait vraiment anonyme et on met un box où on le fait par un moyen anonyme pour permettre aux collaborateurs de répondre. Et ça permettra d'avoir des indicateurs parce que le taux de turnover, ils sont déjà partis. Mais et ceux qui sont là, est-ce qu'ils se sentent bien? Est-ce qu'ils ont envie de continuer de travailler? Est-ce qu'il y a des choses qu'ils souhaitent qu'on améliore? Et donc, dans la complémentarité de ce que Claude a dit, pour moi, il faut encore une enquête. En plus de l'enquête, il faut aussi des échanges individuels. Par exemple, lors de l'évaluation annuelle, où on peut discuter avec le collaborateur sur sa vie en entreprise, on peut lui poser des questions sur ce qu'il pense du fonctionnement de l'entreprise sans rentrer vraiment dans des éléments qui gênent. Donc, et là aussi, au niveau de l'évaluation annuelle, on peut avoir un retour. Et puis, il y a des échanges informels. Voilà, c'est pas formalisé. On entend dans les couloirs que ici, vous aimez trop ça. Donc, ça aussi, c'est un élément qui peut nous permettre d'apprécier et de jauger du niveau de qualité de vie au sein de l'entreprise. Merci, chers panélistes. Je pense que le thème est hautement intéressant, hautement d'actualité. Et nous avons noté la participation massive dans la phase des questions de tous les participants. Je vais laisser Madame Raïssa présenter les résultats du sondage très, très rapidement. D'accord, merci infiniment, Hans. Comme tu l'as dit, je vois également dans le chat qu'il y a tellement de questions, mais le temps, nous tient à la gorge. Donc, je vais juste donner les résultats des feedbacks que nous avons reçus. Par rapport à ce panel, il y a 18 personnes qui ont participé et 94%, donc 17 personnes qui sont satisfaits de la qualité des échanges et qui disent que voilà, ce webinaire a répondu à leurs attentes. Et par rapport aux personnes qui souhaiteraient être contactées pour le workshop QVCT que nous organisons à Dakar, on a 15 personnes qui ont dit vouloir être contactées. Voilà. Donc, Hans, je vais te laisser peut-être prendre une dernière question parce qu'il y en a tellement. Et peut-être le mot de fin des panélistes. Voilà. On n'entend pas, hein? On n'entend pas du tout. C'est bon. Alors, je disais tantôt, le temps nous a pris de court. Il y a encore quelques questions. Il y a Madame Aïcha Konaté qui a des questions sans réponse. Nous allons, en tout cas, il y a la suite du webinaire, du sommet. Il y a le 6e panel qui est pour tout à l'heure. Donc, je pense que vous avez la possibilité de rester en ligne et de pouvoir suivre le dernier panel. Alors, pour finir, je vais laisser la parole à nos chers panélistes pour leur mot de fin. Docteur Rachel. D'accord. Alors, je voudrais dire merci à mon cher frère Claude
qui a accepté de participer à ce panel à mes côtés. Donc, Claude, merci beaucoup pour la qualité de tes interventions. Merci aussi à toi, Hans. Je te vois de loin, de façon virtuelle, sur LinkedIn. J'ai l'opportunité aujourd'hui d'échanger avec toi. Et puis, merci spécial à Régine Love Moukete, qui est une sœur, et surtout à son organisation et à l'ensemble des personnes qui l'accompagnent dans la réalisation de ce sommet virtuel, ainsi qu'à tous ceux qui ont pris de leur temps pour nous suivre cet après-midi et tous ceux qui ont animé aussi des panels. La qualité de vie au travail est un sujet important et qui évolue énormément en fonction des besoins des uns et des autres. Mon intention et mon souhait, c'est que les entreprises s'investissent dans la qualité de vie au travail et qu'elles fassent en sorte que le collaborateur qui est là se sente bien, celui qui part soit l'ambassadeur et que l'entreprise puisse avoir une image tellement positive à l'extérieur que tout le monde ait envie d'y aller travailler. Alors, nous disons non aux environnements toxiques parce que c'est toxique pour l'être humain, c'est toxique pour la santé et bien entendu, ça inhibe l'innovation que toute personne souhaite avoir de ses salariés. C'est un plaisir pour moi de participer à ce sommet. Merci à Rachel, merci également à Hans, merci à Régine Pro Consulting. Oui, non à l'environnement toxique, mais je voudrais également faire une invite à tous les salariés en disant, c'est à vous, au-delà de l'entreprise, de créer les conditions de votre bonheur, de faire en sorte que, voilà, vous puissiez travailler dans un environnement qui puisse répondre à vos exigences. Peu importe ce que l'entreprise fera, cela peut ne pas toujours répondre à vos exigences. C'est à vous de créer les conditions de votre bonheur. L'entreprise fera de son mieux, mais il vous revient de faire en sorte à vous épanouir où que vous soyez. Merci. Et également, veillez à l'équilibre vie privée, vie professionnelle en vous déconnectant les week-ends, en vous déconnectant en fin de journée, en passant plus de temps également avec vos familles respectives. C'est très important également. Merci, M. Claude Adigonon. Merci, Dr. Rachel. Alors, il me fait mal que ce panel tire à sa fin parce qu'il a été intéressant, beaucoup de questions. Je pense que partant de l'expérience candidat, de l'expérience collaborateur, de la marque employeur, de la qualité de vie au travail, du climat de travail et l'environnement, je pense que les participants ont eu quand même assez d'éléments qui répondent à leurs préoccupations. Le workshop de Dakar pourra également être un moment, pour que ces questions-là puissent être beaucoup plus approfondies. Donc, ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas. Et merci à tous. Je retourne la parole à Madame Raïssa Abissama. Merci infiniment. Je vais juste dire merci infiniment à vous, très chers panélistes, Monsieur Claude, Dr. Rachel et vous également, Hans. Et merci infiniment à tous les participants. Je ne saurais terminer sans au moins dire un coucou à tous ceux qui ont été avec nous. Je vais penser à Monsieur Julien Ako qui a été très actif dans les échanges, Ziedaouda Koulibaly, Ulysse, Aurélie Yapon, Alassane. Donc, vraiment merci à tous d'avoir été des nôtres et nous vous invitons à ne surtout pas vous déconnecter, ainsi que vous, chers intervenants, pour le prochain panel qui portera sur les effets des risques psychosociaux et du stress sur la performance au travail. Comme on dit à Régine, valorisons l'humain et à tout à l'heure. Merci infiniment. Ciao. Et ciao, ciao, à bientôt.